Il nous reste deux questions centrales à traiter. Cette fois-ci, on va vraiment aller dans des aspects sectoriels et très concrets des impacts des numériques, de la révolution numérique en matière de transition énergétique. Alors, pour présider ce panel, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir à titre de président le professeur Pierre Isalis, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval. Ses travaux, ses champs d'expertise portent sur le droit administratif, sur l'histoire du droit, sur le droit des ressources naturelles et sur l'épistémologie juridique. Le professeur Isalis est impliqué dans 2 projets de recherche qui touchent à l'accès au droit et l'accès à la justice. Et le second projet, lisibilité des lois et des contrats. Donc, le professeur Pierre Isalis est donc tout à fait la personne adaptée, adéquate pour nous présider sur ces 2 grands enjeux qui vont vous être présentés. Merci Pierre. Merci Christophe de ces paroles beaucoup trop flatteuses. Je me sens en fait beaucoup plus en position d'amateur, comme d'ailleurs depuis ce matin, j'apprends à la vitesse grand V sur un tas de sujets. Je m'attends à continuer à le faire jusqu'à la fin de la journée. J'ai été un peu intrigué par le titre de cet atelier, « Rendre l'intelligence durable ». Je vais faire semblant de ne pas savoir que cet intitulé renvoie implicitement à la notion de développement durable et je vais m'inquiéter plutôt en me demandant l'intelligence est-elle périssable? Et je suis un peu tenté de répondre hélas oui, dans la mesure où notre humanité elle-même paraît fragile à l'heure actuelle devant l'accélération dévorante du développement technologique. Devant cette menace de déshumanisation, le droit est appelé à renouer avec l'une de ses fonctions fondamentales, ordonner les rapports sociaux à partir des besoins essentiels de notre être moral, notamment le souci de l'autre, le respect de la parole donnée, la loyauté dans l'échange. Souci de l'autre, nous autres juristes, on appelle ça la responsabilité civile. Le respect de la parole donnée, nous appelons ça la force obligatoire du contrat. La loyauté dans l'échange, nous parlons d'équilibre contractuel. Nous sommes des poètes. Nous avons de beaux mots pour décrire de belles choses. Et de toutes ces belles choses, mes 2 voisins sont des connaisseurs. Laissez-moi vous les présenter brièvement. Daniel Garner, un spécialiste du droit des obligations, spécialiste de l'assurance. Pour beaucoup d'auditeurs de la radio dans la ville de Québec, on pourrait presque dire qu'il est Monsieur Droit. Quand un problème de droit explose dans la vie quotidienne des gens, les médias se tournent vers Daniel parce qu'ils savent qu'ils auront un point de vue à la fois un peu goguenard, mais terre à terre et parfaitement précis sur l'état du droit relativement au problème qui vient d'émerger dans la sphère publique. Je pense que vous allez retrouver ces qualités, je suis convaincu que vous allez retrouver ces qualités dans l'exposé qu'il va nous faire aujourd'hui. Quant à mon autre collègue, Charlène Bouchard, elle a une autre manière de rayonner, pour ainsi dire. Elle a su maintenir, depuis maintenant près de 15 ans, l'unité d'une nébuleuse de chercheurs à la faculté de droit autour de l'improbable thème du droit économique. Droit économique, à certains égards, on pourrait dire c'est un pléonasme. En tout cas, dans l'évolution actuelle du droit, on a parfois l'impression que c'en est un. Mais grâce à l'effort de Charlène et des personnes qui se sont regroupées autour d'elle, cette conception de la partie économique du droit a trouvé un point focal, la notion d'entreprise. Et de la même façon qu'on peut dire que Daniel est Monsieur Droit dans les médias, on peut dire de Charlène qu'elle est Madame Entreprise.
en tout cas pour une grande partie de la communauté juridique au Québec, lorsqu'il s'agit d'entreprise, le nom de Charlène Bouchard n'est pas loin des propos. Je suis convaincu, sans les avoir encore entendus, que mes deux collègues sauront réintroduire à travers le droit l'humain et l'intelligence de l'humain, si vous me permettez ce petit jeu sur les mots, dans ces évolutions troublantes dans lesquelles nous entraîne l'accélération technologique. Nous en avons eu quelques illustrations dans les communications présentées tout à l'heure. Je pense en particulier aux activités de persuasion que nous a décrites Mme Corbett, ou je pense aussi à la description de la gestion du flux des automobiles à Singapour, faite par Stéphane Roche, faite d'ailleurs avec, m'a-t-il semblé, un léger trémolo d'enthousiasme, en pensant à cette gestion centralisée des feux de circulation. Ça m'a rappelé un personnage qui est apparu dans la sphère publique au moment des attentats du 11 septembre. C'était une des victimes de l'attentat à New York. Un monsieur très ordinaire, mais qui était très sympathique. Il avait certaines particularités. Il ne clignotait jamais quand il conduisait sa voiture. Il avait pour principe que la direction dans laquelle il allait, ça ne regardait personne. Alors, je trouve qu'il y a un contraste saisissant entre cette affirmation têtue de l'individualité humaine et le désir, sans doute bien intentionné, de centraliser la gestion des flux automobiles dans une grande ville comme Singapour. Alors, ces réflexions étant faites, très personnelles et peut-être un peu hors propos, je cède la parole à Daniel. Alors, merci beaucoup, Pierre. Je vais essayer de ne pas trop rapprocher le micro. J'ai une voix qui, malheureusement, porte trop. Bonjour. Donc, Pierre me lance un défi. D'accord, on va jouer à un jeu. Vous êtes dans votre voiture. Moi, je suis à la radio. Et donc, vous m'écoutez. Et là, vous pouvez changer de poste. Ça veut dire regarder votre téléphone si vous voulez changer de poste. Et moi, je vais essayer pour 15 minutes. J'ai convenu avec Pierre, dans 15 minutes, il m'avertit, puis je vais faire une petite conclusion en 2 minutes. Il y en aurait pour des heures, parce que ce sujet-là, les véhicules autonomes, bon, qui, si j'ai bien compris, n'est pas dans vos préoccupations professionnelles directes, mais à tout le moins, devrait-il être dans vos préoccupations personnelles directes, parce que tout le monde est intéressé par ce qui s'en vient et ce qui existe déjà d'ailleurs avec les véhicules autonomes. Aspect juridique et éthique, je vais essayer de faire le moins de droit possible, le plus d'éthique, en tout cas le plus de questionnements non juridiques pour vous intéresser. Le tableau qui apparaît là permet de vous placer un petit peu. Les plus âgés, mais il n'y en a pas dans la salle, se rappelleront que quand sont arrivés les régulateurs de vitesse à la fin des années 70, ça n'existait que pour les véhicules de grand luxe et que ça correspond au niveau 1 de ce qui est le classement actuel. Alors, tout le monde maintenant pense que tous les véhicules ont un régulateur de vitesse, mais il y a encore 40 ans, il y en avait très peu qui avaient un régulateur de vitesse. Le niveau 3, alors là, je ne ferai pas tout ça parce qu'on va manquer de temps, n'est-ce pas? Le niveau 3, ça, c'est la Tesla Autopilot. Okay. Moi, je vais vous parler de la 5. On va parler de Tesla, si vous voulez. Là. Il y a des exemples tirés de ça, mais quand on parle de véhicules véritablement autonomes, on est rendu à 5, c'est-à-dire un véhicule qui peut vous conduire et qui ne demande pas que le conducteur, il n'y a plus de conducteur d'ailleurs, que le conducteur reprenne le contrôle en cas de pépin. Il gère tout. Alors, c'est vers ça qu'on s'en va. Vous allez me dire quand? Dans un horizon de moins de 5 ans. Pour vous appâter tout de suite. Selon les pronostics les plus probables, il n'y aura plus de permis de conduire dans 25 ans. Selon les prévisions les plus probables, il n'y aura plus de chauffeur de taxi dans 10 ans. Alors, on s'en va donc, je vous parle de prospectif, mais de prospectif assez rapproché. Alors donc, 6 catégories, si on tient compte de la catégorie 0. Et on peut autant parler du niveau 3 de la Tesla que de la Google Car. C'est la plus connue. Il y en a 21 véhicules présentement qui sont autorisés par le gouvernement de la Californie, un petit peu moins en Arizona, quelques-uns en Ontario. On a un projet pilote ici au Québec avec la compagnie française Keolis, des véhicules complètement autonomes. Ici au Québec, c'était à Terrebonne avec un autobus. Vous n'en avez pas entendu parler. Il n'y a pas eu de mort cet été à cause de ce bus-là. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple pour nous au Québec. Aux États-Unis, en Europe, ils font des colloques.
super plaisant pour moi, je voyage avec ça, où là, c'est la question, hein, mais qui est le conducteur? Mais qui est responsable? Bien, nous, ça se résume à ça. Ça se résume à ces 3 dispositions. On va s'en tenir aux dommages corporels, si vous le voulez bien. Je n'ai pas le temps de voir les dommages matériels, mais dommages corporels, on s'en tient à ça. Notre loi sur l'assurance automobile avait prédit les véhicules autonomes il y a déjà 40 ans. Pourquoi? Parce que le mot « conducteur » n'apparaît nulle part dans le titre concernant les accidents d'automobile indemnisés par la Société de l'assurance automobile. C'est quoi la loi? C'est en gros ça. Un accident, c'est tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile. Un préjudice causé par une automobile résulte notamment de son usage. Dès que quelqu'un fait usage de l'automobile, c'est suffisant pour que la loi s'applique. L'article 5 le dit bien, les indemnités qui sont versées par la SAC le sont sans égard à la responsabilité de quiconque. Ça veut dire quelque chose, ce mot-là, il n'a jamais changé d'ailleurs dans la loi en 40 ans. Ça veut simplement dire que quiconque, c'est non seulement le conducteur, le passager, le piéton, le cycliste, mais c'est également le fabricant. C'est toute personne qui a été impliquée dans le processus. Alors, ces indemnités-là, qui sont présentement versées par la Société de l'assurance automobile, vont continuer à l'être lorsqu'il n'y aura plus de pilote, lorsqu'il n'y aura plus de conducteur. Pourquoi? Parce que le régime le dit bien, sans égard à la responsabilité de quiconque. Et pour clore le chapitre très rapidement là-dessus, vous voyez comment je vais vite sur l'aspect juridique des choses, clore très rapidement le chapitre là-dessus, il y a un article, le 83.57, qui est ce qu'on appelle dans les médias, ceux qui font de la radio, ils disent le « no fault ». Bien, c'est quoi le « no fault »? C'est qu'à partir du moment où une compagnie d'assurance publique est obligée d'indemniser automatiquement toute victime d'un accident d'automobile sans égard à la responsabilité de quiconque, la contrepartie de ça est que la victime qui a été indemnisée ne possède pas de recours devant les tribunaux ordinaires, à tout le moins au Québec. Elle pourrait toujours en posséder à l'étranger, mais au Québec, elle n'en possède pas. Alors, c'est pour ça que quand les véhicules totalement autonomes vont arriver chez nous, la loi sur l'assurance automobile, 0 modification là-dessus. On va continuer à indemniser les victimes, on va continuer à interdire les recours comme cela existe depuis 40 ans. Sachez simplement, pour ceux qui se disent « Oui, mais le méchant fabricant qui va faire exprès pour nous créer des véhicules qui vont tuer des gens, ne pourra-t-il pas être poursuivi? » Bien oui, il peut être poursuivi puisque la Société de l'assurance automobile, elle, possède ce qu'on appelle dans le jargon juridique un recours subrogatoire, c'est-à-dire qu'elle a le droit, elle, de se retourner contre tout responsable à la seule condition qu'il ne soit pas un résident québécois. Au Québec, paix sociale, pas de poursuite entre résidents québécois. Mais un non-résident, un fabricant californien, par exemple, de véhicules autonomes, est responsable, selon les règles de la responsabilité civile d'un accident. Bien, la SAC possède déjà ce pouvoir-là, puis elle l'exercera probablement, mais elle l'exercera probablement très peu, parce que le nombre d'accidents d'automobile où on va pouvoir établir la responsabilité du véhicule autonome, je vous en fais la prédiction, il n'y en aura pas beaucoup. Et c'est pour ça que je veux abandonner rapidement la question de la responsabilité civile stricte. Vous me poserez toutes les questions que vous voulez tantôt ou plus tard, là, dans une autre vie, pour y aller tout de suite de quelques éléments de réflexion. Mais qu'est-ce que je vous ai mis là-dessus? C'était pas de ça que je voulais vous parler. Mais oui, je vais vous en parler. Quelques éléments de réflexion sur ce que j'ai appelé les aspects éthiques, mais ce n'est pas vraiment de l'éthique là-dessus. Je voudrais séparer le vrai du faux dans toutes les croyances qui circulent, notamment sur le web. Hein? Quand c'est écrit sur le web, ça doit donc être vrai. Mon père disait dans le temps, c'est écrit dans le journal, c'est vrai. Maintenant, c'est sur le web. Ben non, il y a des choses qui circulent et qui ne sont pas vraies. Essayons de séparer le bon grain de l'ivraie là-dessus. 3 aspects que je veux aborder avec vous. Premièrement, les fameuses questions éthiques liées à la méchanceté des programmeurs qui vont avoir choisi la marchette du petit vieux face à la poussette de la jeune mère de famille. Hein? Vous avez peut-être déjà vu ce scénario-là. La voiture autonome circule sur la route et tout à coup, il y a un petit vieux puis il y a un bébé. Bien là, il faut décider qui elle va tuer, là. Hein? Évidemment. Et donc, le méchant programmeur aurait choisi, semble-t-il, le petit vieux, dans un but de conservation des générations futures. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça s'est déjà passé comme ça. Dans les années 80-90, quand on a commencé avec les véhicules autonomes, ça fonctionnait comme ça, mais plus maintenant. C'est ça qu'on appelle le deep learning, l'intelligence artificielle. Depuis plusieurs années, près d'une dizaine d'années, ça ne fonctionne plus comme ça, tout simplement parce qu'on ne programme plus ces véhicules-là. Ils apprennent d'eux-mêmes. Alors, ça veut dire quoi pour la Google Car, par exemple? On lui a appris des choses de base. Là, tu ne pèses pas en même temps sur l'accélérateur et le frein. Des trucs de base de programmation. Et pour le reste, c'est exactement comment on fait avec les enfants, quand on élève des enfants.
Hein? À coup de récompense quand ils font quelque chose de bien, puis à coup de punition quand ils font quelque chose de mal. Ben, si vous voulez avoir l'explication là, de c'est quoi là, les véhicules autonomes, là, comment on les forme, c'est comme ça. Alors ça veut dire quoi? Ben, je fais un parallèle avec les enfants. Quand vous voyez votre enfant qui prend la balle des mains d'un autre petit enfant, vous lui dites quoi? Ah, c'est pas bien, on ne touche pas les jouets des amis, hein? Puis là, vous lui donnez une pénalité. Ben, c'est exactement ce qu'on fait avec, je prends l'exemple de la Google Car, en lui disant, si tu frappes un piéton, pénalité. Okay? En revanche, même balle, mais pris dans la gueule du chien par votre enfant, vous lui dites, c'est bien ça, le pitou, il veut jouer avec toi. Merveilleux, bonus. Alors, on fait exactement la même chose avec la Google Car. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que depuis 10 ans, et à une vitesse exponentielle depuis 2012, que ces véhicules-là sont de plus en plus sécuritaires. J'aurais des milliers d'anecdotes à vous conter parce que chaque jour, ces véhicules-là en apprennent aux ingénieurs qui vont vider leur mémoire à chaque jour. Maintenant, au début, c'était à chaque mois. Maintenant, c'est à chaque jour, tellement que ça apprend vite. Je vais vous donner un exemple de ce que ça veut dire vraiment l'intelligence artificielle. Ils ont remarqué que la Google Car, lorsqu'elle croisait un autobus scolaire, se tassait 10 cm à côté, toujours sur sa voie, mais se tassait de 10 cm, réduisait sa vitesse de 3 ou 4 km/h. Personne ne l'a programmé pour ça. Mais on lui a dit « autobus scolaire », puis elle a réfléchi « enfant, danger, comportement discordant ». Ah! Et elle a réfléchi comme ça. Puis la preuve là, que ça réfléchit, ces machines-là, quand on met un véhicule de même grosseur que l'autobus scolaire, Google Car passe, comme d'habitude, ne réduit pas sa vitesse. L'autobus scolaire, oui. Alors, ça réfléchit même plus que nous, ça, mesdames et messieurs, ces machines-là. Parce que nous, quand est-ce qu'on arrête? Quand on voit les clignotants. Quand on ne les voit pas, hein, on se dit on peut passer. Alors, c'est ça un peu les choix de programmation quand je vous dis qu'il n'existe plus déjà. Ça va être un autre paradigme en termes de responsabilité civile. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de responsabilité du fabricant, mais il n'y a pas de responsabilité du programmeur parce qu'il n'y a plus personne qui programme pour choisir entre un accident ou un autre, un choix ou un autre. La seule chose que je peux vous dire, par exemple, la Google Car l'a bien prouvé, plus de 5 millions de kilomètres puis un seul accrochage avec un autobus à date, à ce jour, c'est que ces véhicules-là, eux autres, ils ont des capteurs partout, ils n'ont pas d'angle mort, ils ne sont jamais fatigués, puis ils veulent toujours, c'est le but de la machine, elle veut toujours avoir le score parfait. Alors, elle fonctionne avec les bonus là, à chaque journée quand on lui dit « tu t'es bien conduit », là, puis tout ce qu'elle veut, c'est reproduire continuellement les choses qui l'y amènent à avoir une meilleure conduite. Alors, c'est pour ça qu'il y a si peu d'accidents impliquant les véhicules autonomes. Tesla, là, vous avez tous entendu parler du gars qui s'est tué là, quand il est passé, parce que le capteur de la Tesla n'avait pas vu le camion là, qui était tout blanc. Là. Je vous rappelle deux choses. Tesla, ce n'est pas un véhicule autonome, première chose. Puis deuxième chose, il n'y a pas eu de poursuite civile dans cette affaire-là, parce que la responsabilité civile était bel et bien celle du conducteur et non pas celle de Tesla. Donc, choix de programmation, je voudrais déconstruire les mythes là-dessus. Piratage, ça c'est l'autre truc qu'on nous dit. Hein? À partir du moment où il va y avoir ces véhicules autonomes-là, hey, un méchant terroriste, il va nous introduire une bébite là-dedans, et là, tous les véhicules vont se mettre à se tamponner puis à frapper, même les poussettes. Hein? Où s'en va-t-on? Bien, sachez que ça, quand vous réfléchissez comme ça, vous réfléchissez en disant « Ah oui, l'informatique puis ces systèmes-là, c'est comme OnStar. Hein? » Ça vous dit quelque chose, ça, OnStar? Système qui permet effectivement à distance de localiser un véhicule et de l'arrêter. Ce qui est extrêmement dangereux d'ailleurs. Hein? Vous faites voler votre véhicule, puis le centre de contrôle, il peut l'arrêter sur l'autoroute. Alors, ça pose des beaux problèmes de responsabilité. Véhicule autonome, c'est pas ça. Les véhicules autonomes fonctionnent de manière autonome et interne. Vous avez entendu parler de l'accident de la Germanwings, 24 mars 2015, le copilote suicidaire qui est allé se cracher dans les Alpes. Pourquoi on n'a pas pris le contrôle de l'avion? On est capable de faire décoller puis de faire atterrir des avions sans pilote. La technologie est là. Mais on a décidé, on leur a imposé par régulation, par règlement, parce que c'était trop dangereux, en cas de piratage, justement, on a imposé qu'il ne puisse y avoir aucune prise de contrôle possible extérieure d'un ordinateur de bord d'avion. Bien, c'est le même principe pour les voitures autonomes de niveau 5. Tout ce qu'il faut faire, par exemple, je ne dis pas qu'il ne faut pas intervenir. À l'heure actuelle, ce qui existe, et on s'en est rendu compte avec ce qui est arrivé avec l'ouragan Irma. Vous avez entendu parler de Tesla qui a annoncé « on a posé un beau geste pour nos propriétaires de Tesla. On a augmenté la puissance de leur batterie pour qu'ils puissent fuir un peu plus l'ouragan en question. »
Ah oui, leur a-t-on dit? Tiens, vous nous disiez que votre véhicule... Mais oui, merci. Vous nous disiez que votre véhicule, il était pas susceptible d'être piraté. Puis là, vous pouvez intervenir de l'extérieur puis augmenter la puissance de la batterie. Ça va bien, ça? Alors Tesla a dit, ben non, ça ne touche pas les composantes essentielles. L'accélérateur, le volant, tout ça, on ne peut pas toucher à ça. Oui, mais à partir du moment où on peut rentrer à l'intérieur, je fais confiance aux hackers, moi, là-dessus. Alors, on a besoin d'un environnement juridique, de régulation, pour être capable d'imposer les choses-là, mais il est possible d'empêcher le piratage à l'heure actuelle, tout simplement en obligeant les fabricants à fonctionner complètement en vase clos. Ce qu'ils ne font, semble-t-il, pas tous. Alors, c'est la chose qu'il faudra vérifier dans les temps futurs. J'aurais pu vous parler de bien d'autres choses, de perception du public. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. C'est plus sociologique que juridique ici. La perception du public, on est prêt à accepter qu'un coup du sort fasse qu'un conducteur fatigué. Quand il est en état d'ébriété, déjà, ça nous fâche un peu plus parce qu'il a quand même consciemment pris le volant après avoir pris de l'alcool. Mais là, imaginez le jour où on va être capable d'établir qu'un véhicule autonome, on l'y avait programmé pour faire des mauvais choix. Et que là, ça a fait que ça a tué mon fils ou que ça a tué ma fille. Rappelez-vous, je n'arrête que... Je fais de la radio, hein? Fait que je n'arrête pas que de vous rappeler des exemples vécus. Le système d'allumage de GM, ça vous dit quelque chose, ça? Le système d'allumage de GM, 303 morts, selon certaines associations, 104 officiellement. Okay, dû à ce système d'allumage-là. Au Québec, un cas. Un cas pour lequel les parents de la jeune victime, le jeune homme avait 24 ans, ont obtenu 1 million de dollars. Et c'est drôle, là, à partir de là, il n'y a plus eu de problème là-dessus. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été un procès, je vous l'ai dit, il n'y a pas de recours devant les tribunaux civils. C'est une entente entre GM pour racheter la paix et conserver sa bonne réputation commerciale. Mais quand on y regarde de plus loin, puis qu'on lit le rapport du coroner du décès de ce jeune homme-là, ça faisait 22 heures qu'il était éveillé. Il conduisait à 35 km/h au-delà de la vitesse permise. Il n'avait pas sa ceinture de sécurité. Alors, en termes de responsabilité civile, je suis désolé, mais la faute n'était pas... C'est pas GM qui a causé le décès, en tout cas, pas en totalité. Mais ça, là, cette perception-là, là, que on peut comprendre entre juristes, là, quand on se parle en termes de responsabilité et de causalité, pour monsieur et madame tout le monde, ça ne veut absolument rien dire. Le méchant fabricant qui fait de l'argent avec le produit, il a causé un décès, puis causé au sens commun du terme, c'est suffisant pour devoir entraîner sa responsabilité. Alors certainement qu'il va falloir repenser en termes de système pénal et d'amende administrative pour les rares cas où ces véhicules-là vont être impliqués dans des accidents. Je termine, il me reste 2 minutes, je pense, Pierre? 1 minute? Okay. Quelques conséquences prévisibles pour moi, je vous lance en rafale. Baisse du nombre des accidents. 60% des accidents au Québec, c'est à peu près partout à travers comme ça dans le monde, 60% des accidents sont dus à la seule faute d'un conducteur. 90% sont dus à une conjugaison de faute du conducteur et d'un autre élément. Seulement 10% sont dus à des trucs bris mécaniques, conditions de la route, etc. Alors, ça va certainement faire réduire le nombre d'accidents, l'introduction des véhicules autonomes. La preuve, les assureurs américains prévoient que 40% d'entre eux qui vont disparaître d'ici 2040. On n'aura plus besoin de s'assurer. On n'aura plus besoin de s'assurer tout simplement parce que, et c'est déjà annoncé, les compagnies qui fabriquent ces véhicules-là vont les garantir. Ils veulent se passer même de l'assurance. Ils sont tellement certains de leur technologie, puis les tests sont en train de le prouver, que ce qu'ils disent à l'heure actuelle, c'est pas besoin d'avoir une compagnie d'assurance. Si vous êtes blessé dans un accident, ça va être le no fault. On va vous indemniser. On ne voudra même pas savoir c'est qui est responsable. À partir du moment où vous nous montrez que vous avez été blessé dans notre véhicule, on va vous indemniser. Et ils sont prêts à le faire parce qu'il va y avoir très peu d'accidents. Alors, baisse du nombre d'accidents, passage de l'assurance donc vers la garantie. Je vous en ai parlé en introduction, disparition du permis de conduire. Ah, le plaisir de conduire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben moi, je terminerai là-dessus. J'avais d'autres choses, mais on va arrêter là. Il est tard. J'ai mon beau-frère, moi. Il opère une épicerie en campagne. Puis, tu sais, il a sa motoneige, puis son 4 roues, puis sa voiture. Et là, quand je lui ai annoncé ça à un moment donné, que le permis de conduire allait disparaître, il m'a dit, hey, en ville peut-être, là, tu sais, le beau-frère, mais pas en campagne. Et puis là, il m'a appelé le mois passé. Il dit, je suis allé jouer au golf à Bromont. Puis le kart, maintenant, il ne va plus où je veux. Dès que je m'approche à moins de 3 mètres du green, le kart, vous savez ce que c'est, le petit véhicule électrique, là? Il s'arrête maintenant. C'est lui qui décide où on s'en va. Bien, j'ai dit, c'est ça. Ça commence sur un terrain de golf, puis bientôt, ça va être dans ton entrée de cours. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.